pour vous montrer que si Dr. Sherman, vous pouvez aussi juste rajouter le côté du cerveau qui est important aussi bien vous voyez le ballon qui est lancé, mais qui a une prise d'information, un déplacement à un certain moment. Si vous pouvez juste nous rappeler encore peut-être les fonctions cognitives qui sont… Oui, là on est typiquement dans le multitâche. Il met le pouce à un endroit, et ça signifie qu'en mettant le pouce à un endroit, il faut qu'il lance le ballon d'une certaine manière. S'il met le pouce sur un autre endroit, il faut qu'il non seulement lance le ballon, mais qu'il se déplace d'une manière… plus on va rentrer dans des étapes difficiles, et plus on va avoir de nombreuses tâches à réaliser. Donc, de nombreuses tâches à réaliser, ça veut dire que c'est le lobe frontal, cette structure du cerveau qui est très importante dans la planification, dans la mise en place de stratégies, et notamment dans les commotions, cette structure, elle peut être perturbée. Et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on va se rendre compte qu'on va avoir des difficultés d'exécution des gestes, de planification, de mise en place de stratégies. Donc peut-être qu'au début, après la commotion, on ne pourra faire que une étape que monotâche. C'est-à-dire que, genre, je prends le ballon, je le lance. Je prends le ballon, je le lance. Quand on va prendre le ballon, qu'on touche la couleur rouge et qu'on doit le lancer à droite, et quand on le touche à vert et qu'on doit lancer avec l'autre main, c'est déjà une double tâche qui est plus compliquée à réaliser intellectuellement. Voilà. D'accord, ok. Je veux revenir sur l'écran. Donc, merci beaucoup pour toutes ces explications, Dr. Sherman. C'est intéressant de voir votre avis sur ça et comment le cerveau peut être impacté après une commotion et encore une fois l'intérêt d'avoir un entraînement cognitif qui peut assister peut-être un peu au staff médical dans le retour au jeu. Et on a besoin d'un test. Moi, j'ai beaucoup réfléchi à la plupart des tests qu'on a à notre disposition, mais c'est très compliqué. Même par exemple, le neurotracker, il faut avoir des licences. Maintenant, on peut même plus avoir des neurotrackers pour toute une équipe. Là, ça me semble être un outil d'une simplicité. Et si on arrive à avoir des tests de base, si on peut avoir une expérience pour savoir un peu quelle est la entre guillemets, la normalité, ou en tout cas la baseline qu'on pourrait avoir à tel ou tel niveau, ça va permettre de suivre les joueurs de manière extrêmement simple finalement. Et c'est facile à faire, je trouve. Et puis en plus, c'est autre chose, mais c'est comme un ballon, quoi. C'est un ballon avec une licence d'un ballon. C'est pour moi, ça me paraît être c'est une super. Et on peut jouer dans tous les sports avec. Donc je trouve que sur le plan, c'est hyper démocratique, moi je trouve en plus comme truc. On avait vu Thomas qui était juste dans une salle de sport avec 8 plots et un ballon, et c'est vrai qu'après on peut peut-être ça peut être complémentaire à des outils comme le neurotracker, etc., où on peut imaginer un travail en salle derrière un écran, et entre cette première partie de rééducation et le terrain de retour au jeu, donc avoir un ballon dans les mains, que je suis sûr que tous les athlètes qu'on connaît aiment avoir un ballon dans les mains, surtout après une blessure, etc. Donc, merci beaucoup, Dr. Sherman, pour ça. On va vous solliciter encore un petit peu parce qu'on va passer maintenant sur un sujet qui concerne les blessures de longue durée. Donc, on va solliciter un peu plus Thomas aussi. Donc, comme vous avez peut-être déjà expliqué que quand on est impacté soit par une commotion, soit par une blessure, que notre cerveau il est impacté aussi. En anglais, on a une phrase qui dit « use it or lose it ». Donc, notre cerveau ne fonctionne pas pareil quand on est blessé ou quand on est en temps d'activité comme n'importe quel sportif. Est-ce que ça, ça, vous avez déjà répondu, mais est-ce que vous pouvez nous dire aussi qu'on pense souvent qu'un entraînement cognitif est que pour des sportifs? Est-ce qu'une rééducation simultanée peut être appliquée pour d'autres pathologies ou d'autres patients que des sportifs, tout simplement? Moi, je pense que c'est une évidence. Maintenant, on n'a pas vraiment des études de manière… Enfin, il y a encore beaucoup de choses à dire, il y a beaucoup de choses à faire, et on ne sait pas exactement, mais ça semble tellement logique. Moi, je dirais que même pour une pathologie qui est extra-neurologique, chez les gens qui ne sont pas forcément des athlètes, une rééducation cognitive plus une rééducation physique, ça semble être, à mon avis, positif. Je pense même, par exemple, à des enfants qui peuvent avoir des troubles de l'attention. Je le verrais bien aussi là-dedans. Je le verrais bien… je pense que ça peut avoir pas mal de développement. Et je me demande justement, on va en parler avec Thomas, mais c'est vrai que dans les longues blessures type croisée, des choses comme ça, je pense que ça doit pouvoir aussi
permettre d'améliorer la réparation, pas uniquement au niveau évidemment du genou, mais tout l'aspect proprioceptif, tout l'aspect, parce que dans une réparation d'un genou, il y a aussi un aspect de la proprioception, de l'équilibre, de tout ce qu'on va mettre en place pour pallier au déficit qu'on a. Le genou ne sera peut-être pas aussi bien qu'il est temps, et il faut qu'on arrive à mettre en place des circuits alternatifs. Et je pense que en faisant ce type de rééducation, ça pourrait permettre justement de développer des circuits dans le cerveau qui étaient soit inactifs, soit en tout cas sous-activés, quoi. D'accord. Donc, comme on a C'est tous un cerveau, on est tous c'est concernés. l'hypothèse, hein. Ça me semble possible en tout cas. D'accord. OK. Bon, merci beaucoup, Dr. Sherman. Et donc, Thomas, on va revenir vers toi. Donc, est-ce que tu peux, pour ceux qui nous écoutent aussi et pour partager, qu'est-ce qui est une rééducation simultanée physique et cognitive? En quelques mots, tu peux nous expliquer un peu plus sur ce sujet. Non, mais rapidement, l'idée, c'est d'associer vraiment le travail physique, donc la zone qu'on veut cibler, et le travail cognitif, donc là, avec les ballons. Donc en plus, tu as 3 ballons différents, donc ça offre quand même des possibilités, beaucoup de possibilités de travail. Aujourd'hui, la rééducation, elle n'est pas que physique. Voilà. Aujourd'hui, elle se doit d'être fonctionnelle et cognitive pour permettre un retour optimal. Pour un sportif ou même pour quelqu'un qui ne l'est pas. D'accord. Donc, c'est un peu la prochaine question. C'est quels sont les bénéfices de l'intégration d'un travail cognitif dans la rééducation? Mais aujourd'hui, donc d'après les études, voilà, c'est vrai qu'il y a une amélioration au niveau du contrôle moteur, donc ce qui est très important, une amélioration de la fonction, donc une amélioration des capacités cognitives aussi, donc comme la mémoire, comme la concentration, le temps de réaction. Et il a été aussi démontré que ça entraînait un retour plus sécuritaire pour le joueur. D'accord, ok. Un peu comme on a dit, d'éviter une blessure au moment qu'on revient sur le terrain après une blessure. Exactement. D'accord. Exactement. Et le fait aussi, donc là c'est plus pour les sportifs, mais le fait de s'entraîner avec son outil, donc que ce soit le ballon de hand, le ballon de basket, le ballon de rugby, il y a un maintien de la qualité technique et il n'y a pas justement ce retard quand on reprend. C'est-à-dire que si on sort d'un ligament croisé, qu'on en a pour 6 mois, en tant que joueur, on l'a vécu, on revient, on est un peu en retard par rapport aux autres. Et là, le fait de pouvoir garder en fait cet outil-là pendant la rééducation fait que, comme on a dit Jean-François tout à l'heure, on garde le système en on et justement, le retour est plus facile. Oui, parce qu'on attend souvent que quand on est parti de terrain pendant longtemps, on dit on n'a pas touché un ballon pendant 3 mois, 4 mois, peu importe, parce qu'on n'était que vraiment basé sur le physique et que c'est peut-être aussi une fenêtre pour certains athlètes de donc améliorer leur technique individuelle. S'ils ont un ballon dans la main, donc finalement c'est un travail où on peut gagner du temps sur certaines choses qu'on puisse améliorer pendant ce temps qui est plutôt négatif, mais et c'est aussi peut-être donc du coup de le tourner en positif. Exactement, exactement. Et après là, il y a donc des études qui sont en cours pour voir si justement le travail cognitif, il permettra donc peut-être une reprise plus précoce ou l'amélioration peut-être de la qualité des transplants et tout ça. Mais bon, tout ça c'est en cours puisqu'on est quand même sur quelque chose d'assez nouveau. D'accord, ok. Bon, mais c'est bien que ça parte dans ce sens-là dans tous les cas. Donc, toi, tu es en dernière année pour tes études, mais tu dois déjà avoir une vision pour les kinés. Quels pourraient être les avantages pour un kiné d'instaurer une rééducation cognitive et physique pour leurs patients? On avait parlé que ça peut être pour pas n'importe quelle pathologie, mais pas que pour des sportifs. Ton avis, quels pourraient être les avantages pour des kinés? Déjà, c'est le fait que ce soit très pratique. Il y a peu de matériel, c'est juste des plots, le ballon, pas besoin de beaucoup d'espace. Donc c'est quand même un gros avantage. Et après, au-delà de ça, comme il y a plusieurs niveaux, donc c'est graduel, ça offre des combinaisons, une fois qu'on a compris le principe, qui sont infinies. Donc c'est vrai qu'il y a quand même beaucoup d'avantages pour le patient et aussi pour le kiné, puisque ça lui permet de varier ses sources de travail. Oui, parce que ça, des fois aussi, on parle que quand on fait une rééducation, ça peut être des fois monotone quand on est que sur la partie physique. Donc voilà, on peut peut-être aussi rendre la rééducation légèrement différente. Peut-être on en parlera un petit peu après.
C'est ça, il y a ce côté ludique qui est très présent, quoi. Oui, d'accord, ok. Et donc, tu nous as aidé, tu fais partie de l'équipe Catch and Think, et donc toi, tu as mis en place les exercices qui sont déjà utilisés dans les protocoles. On a lié de quelque façon la méthode Catch and Think. Comment ça s'est fait, parce que c'était ton parti à toi, c'était tes expertises, on va dire, le parti médical au kiné. Comment ça s'est fait de mise en place de ces exercices que tu as choisis et que tu as mis en place? Mais en priorité, déjà, on choisit donc notre cible, la pathologie à traiter ou l'ensemble, les contre-indications qui peuvent aller avec. Derrière ça, on choisit en fonction de l'exercice si on met en place des plots ou si on n'en met pas, et en fonction de l'espace aussi. Et en plus de ça, le choix du ballon. Voilà. Sur le nombre de répétitions, on garde les répétitions classiques si on est sur de la force 5-6 reps, si on est sur de l'hypertrophie 10-12 reps. Et sur la récupération, on est identique. D'accord. Donc, voilà. sur le plan physique, bon, rien ne change, c'est juste qu'on va rajouter cet entraînement cognitif. Exactement, on rajoute la charge. C'est-à-dire que par exemple, là, si je prends l'exemple du genou, le patient il est sur sa chaise à quadriceps ou avec un élastique, il fait sa répétition, on lui lance le ballon et derrière, soit il renvoie avec un jet, soit il va toucher un peu avec les mains. Enfin voilà, on apporte cette dimension cognitive en plus que du travail physique. Ok, bon, je vais préparer. Je pense que tu as les vidéos qui vont. Les vidéos, tu peux peut-être les commenter, je veux dire, en même temps. Docteur Cheimon, vous n'avez peut-être pas vu ces vidéos, mais n'hésitez pas si vous voulez aussi donner un commentaire. Donc, on a passé. Juste le temps que tu mettes la vidéo en place, il y a Simon dans le chat qui a demandé les sources. Oui. On pourra te les envoyer à la fin sans problème. Oui, les sources, ok, très bien. Merci beaucoup, Simon, pour votre question. Donc là, on a Thomas, j'avais pris 2 exemples, c'était dans le partie genou. Là, on a bien sûr la bibliothèque de vidéos que tu nous avais fait. On voit, c'est divisé en coude, poignet, main. On a l'épaule, rachis abdominaux, hanche, genou, pied, cheville. À mon avis, qui n'est pas dans le monde de kiné, ça me semble assez complet, Thomas. Donc, c'est vraiment bien que tu une fois que le principe est bien compris, avec de la créativité, on peut travailler toutes les zones du corps. Voilà. Il n'y a pas de restriction. Ok, donc ça c'est génial. Donc je vais passer la première petite vidéo ici. Donc on va voir, bon, tu es dans une position assise, peut-être Thomas. Voilà, donc là, on est sur une extension jambe tendue. Okay. Donc on peut être sur une phase de reprise sur un croisé au tout début après l'opération pour stimuler les quadriceps. Et on voit que